Monsieur Brown, Agatha Christie. Prologue. Le Pacifique coulait. Il avait eu de grandes avaries pendant la tempête. Et maintenant, bien que la mer fût déjà calmée, le naufrage était imminent. On descendait à la hâte les canaux de sauvetage. Les femmes et les enfants, massés au premier rang, attendaient leur tour. Et c'étaient des scènes navrantes de tendresse et de désespoir. Une jeune fille, un peu à l'écart, se tenait immobile. Elle était encore très jeune, 18 ans à peine. Elle ne semblait pas effrayée, et ses grands yeux graves regardaient droit devant elle. « Mademoiselle ?» Dans le bruit du vent et des cris, une voix retentit derrière elle. Elle se retourna. Plus d'une fois déjà, elle avait distingué parmi les autres passagers de première classe l'homme qui l'appelait. Sur lui planait une ombre de mystère qui séduisait son imagination. Ce passager ne parlait à personne. Quand on s'adressait à lui, il était prompt à repousser l'avance, et par-dessus l'épaule, jetait nerveusement aux gens des regards soupçonneux. En ce moment, la sueur perlait à son front. Il avait peur, et cependant, il n'était pas de ceux que la mort put effrayer. Les yeux graves de la jeune fille rencontrèrent les siens. Il la regardait avec une sorte d'indécision désespérée. « Il le faut, » murmura-t-il. « C'est le seul moyen. »« Vous êtes américain ?»« Oui. »« Patriote ?» La jeune fille rougit. « Vous n'avez pas le droit d'en douter. Oui, je suis patriote. »« Ne vous offensez pas. Vous ne seriez pas offusqué si vous saviez de quoi il s'agit. Il faut que j'aie confiance en quelqu'un, en une femme. »« Pourquoi ?»« Parce qu'on sauve d'abord les femmes et les enfants. » Il jeta un regard autour de lui et baissa la voix. « J'ai sur moi des papiers d'une extrême importance. Notre gouvernement prévoit des temps difficiles et ce document doit aider l'Amérique autant que l'Angleterre. Il faut qu'il soit sauvé. Si vous le prenez, il aura une chance de salut. Voulez-vous vous en charger ?» La jeune fille tendit la main. « Attendez, je dois vous prévenir. Il y a peut-être du danger. Je crois avoir été filé. S'il en est ainsi, vous serez menacé. Aurez-vous le courage de vous charger quand même du document ?» La jeune fille rougit. « All right, je suis fière d'avoir été choisie. Que dois-je faire quand je débarquerai ?»« Lisez le Times. J'insérerai une annonce commençant par « Compagnon de voyage ». S'il n'y a rien au bout de 3 jours, eh bien vous saurez que je ne suis plus. Vous porterez alors ce paquet à l'ambassade des États-Unis et vous le remettrez personnellement entre les mains de l'ambassadeur. Avez-vous compris ? Parfaitement. Dans ce cas, soyez prête. Je vais vous dire adieu. Il prit sa main dans la sienne. Au revoir. Bonne chance, dit-il plus haut. Sa main se referma sur le petit paquet enveloppé de toile cirée qu'il lui avait glissé. Le Pacifique s'enfonçait de plus en plus. Répondant à l'ordre de l'officier qui dirigeait les opérations, la jeune fille s'avança rapidement pour prendre place dans un canot de sauvetage. Chapitre 1er. Société des aventuriers à responsabilité limitée. Tommy, mon vieux. Katsu, ma vieille. Les 2 jeunes gens se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, obstruant dans leur enthousiasme la sortie du métro d'Over Street. Les adjectifs vieux et vieille semblaient plutôt déplacés. À eux deux, ils n'avaient pas 45 ans. « Voilà des éternités qu'on ne s'est pas vu », s'exclama le jeune homme. « Où allez-vous ? Vous prendrez une tasse de thé avec moi. On commence à nous regarder de travers. Nous barrons le passage aux gens. Sortons, voulez-vous » Sur le signe affirmatif de la jeune fille, ils descendirent le Dover Street dans la direction de Piccadilly. « Eh bien, demanda Tommy, où allons-nous » La très légère inquiétude qui perçait malgré lui dans son ton léger n'échappa point à l'oreille fine de Miss Prudence Cowley, connue de ses intimes pour des raisons mystérieuses, sous le nom de Miss Katsu. « Tommy, vous êtes dans la purée. »« Qui, moi ?» se défendit Tommy, s'efforçant en vain d'être persuasif. « Je roule dans l'or. »« Vous avez toujours été un menteur, » déclara sévèrement Katsu. « Quand vous avez eu cet incident d'auto, et qu'on vous a soigné dans notre hôpital, vous avez trouvé le moyen de persuader notre infirmière en chef que le docteur avait prescrit le vin comme remède tonique, mais qu'il avait oublié de le mettre sur l'ordonnance, vous vous souvenez ? Tommy s'esclaffa. Si je m'en souviens, elle rageait la brave femme quand elle a découvert le poteau rose. J'y étais bien, dans cette vieille boîte, grâce à vous, Katsu. Il paraît que maintenant ça ne va plus très fort. L'œuvre manque de fonds, dit-on.
Katsu soupira. On a congédié la moitié des infirmières, moi comprise. Alors vous chômez? Oui. Vous aussi? Pas l'ombre d'un emploi depuis que je suis sorti du génie. Ce que vous avez laissé votre père? Dépensé. Oh, Tommy. Mais non, mon vieux, rien que du bambocheur. Le coût de l'existence, même la plus modeste, suffit de nos jours à épuiser en peu de temps une bourse mal garnie. Et si vous ne le savez pas, mon cher enfant, interrompit Katsu, il n'y a rien que je ne sache sur le coût de l'existence. C'est un sujet qui n'a plus de secret pour moi. Nous voilà devant le salon de thé de Lyons, et nous paierons chacun pour soi. Pas de réplique. Et Katsu monta l'escalier. La salle était bondée, et il durent attendre pour avoir une table. Des bribes de conversation leur arrivaient de toutes parts. Figurez-vous, ma chère, qu'elle a tout simplement pleuré quand je lui ai dit qu'en fin de compte, je ne pourrais pas lui céder mon appartement. Mais je vous assure, c'est une occasion unique, un modèle d'une grande maison de Paris. Quelle drôle de chose on saisit au vol, murmura Tommy. Tout à l'heure, j'ai entendu deux bonhommes parler d'une nommée Jane Finn. Quel nom singulier, n'est-ce pas? Mais à ce moment, deux dames âgées se levèrent, et Katsu se glissa rapidement dans un des fauteuils devenus libres. Tommy commanda du thé et un petit pain. Katsu du thé et un toast beurré. Séparément, s'il vous plaît, ajouta-t-elle d'un ton sévère. Tommy s'assit en face d'elle, découvrant une tignasse rousse soigneusement léchée. Sa physionomie, d'une laideur sympathique, était sans contredit celle d'un gentleman et d'un sportsman. Son complet marron venait d'un bon faiseur, mais en danger imminent d'achever son existence. Ils formaient un couple d'aspect essentiellement moderne. Katsu n'avait aucune prétention à la beauté, mais son petit visage spirituel, au menton résolu et aux grands yeux gris, profondément enfoncés dans des sourcils noirs, droits comme des flèches, avait du charme et du caractère. Elle portait une toute petite toque vert jade sur sa tête bouclée, et sa jupe un peu usée laissait voir une paire de chevilles très fines. Toute sa tenue était un héroïque effort vers l'élégance. On apporta le thé, et Katsu, s'arrachant à un accès de méditation philosophique, le versa dans les tasses. « Allons, dit Tommy en avalant la moitié de son petit pain. Résumons-nous. Rappelez-vous que nous ne nous sommes pas revus depuis l'hôpital. Très bien. Katsu, pour se donner du courage, fit honneur à son toast beurré. Brève biographie de Miss Prudence Cowley, 5e fille du pasteur Cowley de Little Missendale, Suffolk. Miss Cowley abandonna très jeune les joies et les ennuis de son foyer natal et se rendit à Londres, où elle suivit les cours de l'école des infirmières. Pendant sa carrière brillante à l'hôpital, elle retrouva un jour, parmi les malades, son ami d'enfance, Monsieur Thomas Beresford. « Salut Tommy !» Qu'elle n'avait pas vu depuis 5 longues années. La rencontre fut émouvante. Peu de temps après, l'infirmière Cowley fut réprimandée par ses supérieurs pour s'être montrée au cinéma voisin en compagnie du dit Thomas Beresford. Congédiée à la suite de la crise économique, la talentueuse Miss Cowley essaya en vain le commerce, les PTT et la sténodactylographie. Hélas, rien. Toujours rien. Chômage complet. Et maintenant, Tommy, c'est à votre tour. Eh bien, moi, c'est encore moins que cela. Diplôme du génie, recherche d'emploi, et depuis 12 longs mois, rien. Rien que la chasse au travail. Mais il paraît qu'il n'y a plus de travail nulle part. D'ailleurs, je ne suis pas un homme d'affaires. Katsu approuva mélancoliquement. « Et les colonies ?» demanda-t-elle. Tommy fit un signe de tête négatif. « Je n'aimerais pas les colonies, et je suis complètement certain qu'elle ne m'aimerait pas. » Parents riches? Nouveau signe négatif. « Quoi, Tommy, pas même une grande-tante ?»« Si, un vieil oncle qui roule sur l'or, mais ça ne sert à rien. » « Pourquoi ?»« Il a voulu m'adopter jadis et j'ai refusé. »« Je crois que j'en ai entendu parler, » dit lentement Katsu. « Vous avez refusé à cause de votre mère. » Tommy rougit jusqu'à la racine des cheveux. « Oui, ça n'aurait pas été chic vis-à-vis de maman, vous le savez bien. Elle n'avait que moi. Le vieux la détestait, il voulait à tout prix m'en éloigner. Je ne me suis pas laissé faire. »« Votre mère est morte, n'est-ce pas ?» dit doucement Katsu. Tommy acquiesça. Les grands yeux gris de Katsu se voilèrent. « Vous êtes un brave gosse, Tommy. Je l'ai toujours su. »« Ne dites pas de bêtises, grommela Tommy. »« Mais voilà ma situation. Elle est bien près d'être désespérée. »« Et la mienne, donc ?» J'ai tenu aussi longtemps que je pouvais. J'ai épuisé mes relations, j'ai répondu aux annonces, j'ai tenté n'importe quoi. J'ai tourné et retourné chaque sou, mais rien ne m'aidera.
Il faudra que je revienne à la maison. Vous n'en avez pas envie? Naturellement que je n'en ai pas envie. À quoi servirait-il d'être sentimental? Mon père est délicieux, je l'adore, mais vous ne savez pas combien je lui fais peur. Il a de ces touchants principes d'avant-guerre et il est convaincu par exemple que fumer est un vice. Vous me voyez au presbytère? Il a poussé un soupir de soulagement quand je suis parti pour Londres. Nous sommes 7 à la maison, ne l'oubliez pas. C'est horrible. Rien que des travaux de ménage et des séances d'œuvre de bienfaisance féminine. J'ai toujours été l'enfant terrible. Je ne peux pas retourner. Mais que faire? Dites-moi, Tommy, que faire? Tommy secoua tristement la tête. Après un silence, Katsu éclata. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Je ne pense qu'à l'argent jour et nuit, matin et soir. Tant pis si je suis mesquine et cupide, mais c'est un fait. Je vous comprends, murmura Tommy. J'ai pensé à tous les moyens d'avoir de l'argent. Il n'y en a que 3. Hériter, se marier ou en gagner. Le premier est exclu. Je n'ai pas de parents riches. Toutes les vieilles tantes que j'ai sont dans des asiles pour dames de la noblesse ruinée. J'aide toujours les personnes âgées à traverser les rues et je ramasse les paquets que laissent tomber les vieux messieurs, au cas où ils se trouveraient être des millionnaires excentriques. Mais aucun ne m'a jamais demandé mon nom et plusieurs ne m'ont même pas dit merci. Il y eut un silence. Bien entendu, reprit Katsu, ma meilleure chance est le mariage. J'ai décidé d'épouser un homme riche quand j'étais encore une petite fille. Toute femme de bon sens doit en venir là. Je ne suis pas sentimentale, moi. Elle s'arrêta et d'une voix menaçante, « Dites-le, voyons que je ne suis pas sentimentale. »« Certainement pas, confirma Tommy hâtivement. Ce n'est pas au sentiment que vous faites songer les hommes. Vous n'êtes guère poli, répliqua Katsu. Mais je veux croire que votre intention est bonne. Quoi qu'il en soit, je suis prête. Mais je ne rencontre pas d'hommes riches. Tous ceux que je connais sont dans la purée comme moi-même. Mais vous, pourquoi n'épouseriez-vous pas une femme riche? Pour la même raison que vous, je n'en connais pas. Ça n'a aucune importance, vous pouvez en connaître. Moi, si je vois un homme élégant sortir du Ritz, je ne peux pourtant pas m'élancer vers lui et lui dire « Monsieur, vous êtes riche, j'aimerais vous connaître ». Voudriez-vous que je le dise à une dame sortant du même endroit? Ne faites pas l'idiot. Vous ramassez son mouchoir, ou vous lui marchez sur le pied, ou autre chose du même genre. Si elle voit que vous brûlez de la connaître, elle sera flattée et s'arrangera pour rendre la chose possible. Vous surestimez ma séduction, murmura Tommy. Mon millionnaire, au contraire, continua Katsu, filerait à toute vitesse. Non, le mariage est trop difficile. Reste à gagner de l'argent. Nous l'avons tenté, mais sans succès, rappela Tommy. Nous l'avons tenté par tous les moyens honnêtes, oui. Mais si nous essayons les autres? Tommy, soyons aventuriers. Avec plaisir, répondit gaiement Tommy. Par où commencer? C'est justement la difficulté. Si nous nous rendions célèbres, on nous paierait peut-être pour commettre des crimes. Charmant, approuva Tommy, surtout de la part d'une fille de pasteur. La responsabilité morale, expliqua Katsu, ce sont nos parents qui la porteraient, pas nous. Admettez qu'il y a une différence entre voler un collier de perles et être payé pour commettre le vol. Il n'y aurait pas la moindre différence si on vous prenait en flagrant délit. Peut-être. Mais je ne me laisserai pas prendre, je suis trop intelligente pour cela. La modestie a toujours été votre péché mignon, remarqua Tommy. Ne me taquinez pas. Revenons à nos moutons. Tommy, pourquoi pas? Devenons associés, formons une société. Une société pour le vol de colliers de perles? Ce n'était qu'un exemple. Constituons... Voyons, comment appelle-t-on ça dans la comptabilité? Je n'en ai jamais fait. Moi si. Mais je me suis toujours embrouillé. J'ai mis le doigt du côté de l'avoir et vice-versa. Finalement, on m'a mise à la porte. Ah, j'y suis. Une société à responsabilité limitée. Les jeunes aventuriers et compagnie. Société à responsabilité limitée? C'est cela que vous voulez dire, Katsu? Ne riez pas, je sens que ça va rapporter. De quelle manière comptez-vous entrer en rapport avec vos futurs patrons? Par annonce, riposta promptement Katsu. Avez-vous un bout de papier et un crayon? Les hommes en ont toujours. Ils les portent sur eux, comme nous la poudre et la houppette. Tommy lui tendit un carnet vert passablement usé, et Katsu se mit à griffonner avec application. Alors, jeune homme sans emploi, au cœur sensible. Ah, par exemple. Quand vous voudrez, mais ça pourrait toucher une vieille fille qui vous adopterait illico, avant que vous n'ayez le temps de vous lancer dans des aventures. Je ne veux pas qu'on m'adopte. J'ai oublié que vous étiez contre l'adoption. Allons, c'était pour vous taquiner. Certains journaux sont pleins d'annonces de ce genre.
Trouvons quelque chose de mieux. Par exemple, 2 jeunes aventuriers à louer, prêts à n'importe quoi, n'importe où, salaire élevé. Faut qu'on sache à quoi s'en tenir là-dessus dès le début. Nous pourrions aussi rajouter, on ne répond qu'aux offres sérieuses. Ça se fait quelquefois. Je suis complètement sûr que toutes les offres en réponse à une annonce pareille ne seront pas sérieuses. Tommy, vous êtes un génie. C'est beaucoup plus chic. On ne répond pas aux offres sérieuses. Qu'en dites-vous? Attendez, je vais lire. 2 jeunes aventuriers à louer, prêts à n'importe quoi, n'importe où, salaire élevé. On ne répond pas aux offres sérieuses. Qu'en penseriez-vous si vous lisiez cela dans un journal? Je penserais que c'est l'œuvre d'un fou ou d'un farceur. Ce n'est guère plus ridicule que les annonces que j'ai lues ce matin. Commençant par Pétunia, où es-tu? Et signé Chérie. Elle tendit la feuille à Tommy. Tenez, le Times nous convient, je crois. Répondre numéro tel et tel. Ça coûtera près de 5 shillings. En voilà 2,5. Tommy pensif contemplait la feuille, ses joues brûlées. Si on essayait vraiment, dit-il enfin. Essayons Katsu simplement pour nous amuser. Tommy, vous êtes un as, je le savais. Buvons à la réussite. Elle versa des restes de thé froid dans les tasses. Un toast à la santé des jeunes aventuriers. Hurrah! Ils déposèrent leurs tasses vides avec un rire un peu angoissé. Katsu se leva. Je dois retourner dans mon appartement princier au foyer féminin. Il est temps, je crois, que je rentre au Ritz, répliqua Tommy avec un large sourire. Où nous reverrons-nous? Et quand? Demain à midi, à la sortie du métro Piccadilly. Cela vous convient? Mon temps m'appartient, répliqua M. Beresford avec un geste seigneurial. À demain, mon vieux. Les 2 jeunes gens se séparèrent et partirent dans des directions opposées. Le foyer féminin où logeait Katsu était situé dans un quartier charitablement appelé convenable. Pour des raisons d'économie, elle ne prit pas l'autobus. À mi-chemin, au moment où elle traversait St. James Park, une voix d'homme derrière elle l'attira brusquement de ses méditations. « Pardon, mademoiselle. Pourrais-je vous parler un instant ?» Chapitre 2. L'offre de M. Whittington. Katsu se retourna brusquement, mais les mots qu'elle avait au bout de la langue ne furent pas prononcés, car l'aspect et l'attitude de l'homme ne justifiaient pas ses soupçons. Elle hésita. Devinant sa pensée, il se hâta de déclarer. « Je vous assure, mademoiselle, que je n'ai aucune intention irrespectueuse. » Katsu le crut volontiers, bien qu'instinctivement elle se méfiât de lui et qu'il lui inspirât de l'antipathie. Elle était presque certaine qu'aucun motif de galanterie n'avait dicté son geste. Elle le mesura du regard. C'était un homme de grande taille, rasé, aux mâchoires lourdes, au regard fuyant. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle. L'homme sourit. « J'étais à la table voisine de la vôtre, au salon de thé, et j'ai entendu une partie de votre conversation avec ce jeune homme. Et après ? Après ? Je crois que je puis vous être utile. Vous m'avez suivi jusqu'ici ? J'ai pris cette liberté. Et comment croyez-vous pouvoir m'être utile ? L'homme tira une carte de sa poche et la lui tendit en s'inclinant. Elle portait le nom de M. Edward Whittington, avec la mention « Compagnie d'importation Estonia » et l'adresse du bureau. M. Whittington reprit la parole. « Si vous vous présentez chez moi demain matin à 11h, je vous expliquerai en détail ma proposition. »« À 11h » répéta Katsu. « À 11h. » Katsu prit soudain sa décision. « C'est entendu, j'y serai. Je vous remercie, mademoiselle. » Il salua respectueusement et partit. Katsu resta quelques instants clouée sur place, puis elle se secoua à la façon des fox terriers. « Les aventures ont commencé, murmura-t-elle. Que me veut-il? Il y a en vous, monsieur Whittington, quelque chose que je n'aime pas. Et d'autre part, vous ne me faites pas peur, pas le moins du monde. Comme je l'ai déjà dit et comme je le ferai sûrement encore, cette petite fille de Katsu sait fort bien se défendre. » Et, prenant une énergique décision, elle fit demi-tour et entra dans un bureau de poste, une formule télégraphique entre les doigts. Elle réfléchit quelques instants. La pensée que l'annonce, une annonce de 5 shillings, était désormais inutile épronna son courage, et elle décida de risquer 9 pence. Dédaignant la plume épaisse et l'encre grise que l'État avait généreusement mis à sa disposition, Katsu tira le crayon de Tommy qu'elle s'était approprié et rédigea rapidement. « N'insérez pas annonce, expliquerai demain. » Puis, elle écrivit l'adresse du club de Tommy, établissement sélect qu'il devrait quitter dans 1 mois, si la fortune ne lui souriait pas et ne lui permettait pas
de payer sa cotisation. Ayant tendu la dépêche au guichet, elle rentra rapidement chez elle, après avoir acheté un pain de 3 pence. Dans sa chambrette, sous le toit, elle songeait à l'avenir en mâchant son pain. Qu'était la compagnie d'importation Estonia et quel genre de service exigerait-elle? Un frisson d'angoisse délicieuse la parcourut. En tout cas, le presbytère, pour le moment, était relégué à l'arrière-plan. La journée du lendemain cachait de merveilleuses possibilités. Et toute la nuit, Katsu rêva que la compagnie Estonia importait des infirmières dans une colonie lointaine, regorgeant de jeunes aventuriers. À 11h moins 5, elle se trouvait devant l'immeuble où siégeait la compagnie. Ne voulant pas arriver trop tôt, elle se promena de long en large pendant 5 minutes et ne s'engouffra dans l'immeuble que sur le coup de 11h. S'arrêtant au 5e devant une porte ornée de la plaque « Compagnie d'importation Estonia », elle frappa, puis sur un « Entrée » tourna la poignée et se trouva dans une petite pièce sale et poussiéreuse. Un employé d'âge moyen s'approcha d'elle, interrogateur. « J'ai rendez-vous avec M. Willington. »« Par là, je vous prie. » L'employé frappa à une porte où s'escrivait « Défense d'entrée » et l'ouvrit, s'effaçant pour laisser passer la jeune fille. M. Willington était assis devant un grand bureau couvert de paperasse. Katsu sentit s'accroître sa prévention contre lui. Son regard fuyant jurait avec son maintien de grand seigneur. « Alors, vous êtes venu? Parfait. Prenez place. » Katsu s'assit docilement. Elle avait l'air encore plus petite que d'habitude. Les yeux baissés, la mine candide, elle attendait. « Allons, ma chère enfant, passons aux affaires. Vous voulez travailler? J'ai du travail pour vous. Que diriez-vous d'une avance de 100 livres avec toutes les dépenses à nos frais? » M. Willington se rejeta en arrière, les mains dans ses poches. Katsu le fixait d'un regard perçant. « Quel genre de travail ?» demanda-t-elle. « Nominal, purement nominal. Un voyage agréable, c'est tout. »« Où cela ?» M. Willington sourit de nouveau. « À Paris. »« Oh !» s'exclama Katsu. Elle se disait à part elle, « Si mon père entendait cela, il s'évanouirait. Mais je ne vois pas du tout M. Willington dans le rôle du séducteur. »« Oui, continua M. Willington. N'est-ce pas tentant? Retarder l'horloge de quelques années, très peu j'en suis sûr, pour entrer dans un de ces charmants pensionnats de jeunes filles, dont Paris est si riche. »« Un pensionnat? Parfaitement. Celui de Madame Colombier, avenue de Neuilly. » Katsu en avait entendu parler à plusieurs reprises. C'était une maison irréprochable. Plusieurs de ses amies américaines y avaient été élevées. Elle fut de plus en plus surprise. « Voulez-vous que j'aille chez Madame Colombier? Pour combien de temps? » « Cela dépend. 3 mois peut-être. »« Et c'est tout? Il n'y a pas d'autres conditions? » ?»« Aucune. Vous iriez naturellement en qualité de ma pupille, et vous n'entretiendrez pendant ce temps aucun rapport avec vos amis. Discrétion absolue. À propos, vous êtes anglaise, n'est-ce pas? » ?»« Oui. »« Pourtant, vous avez un léger accent américain. » »« Mon amie intime à l'hôpital était américaine. C'est d'elle que je tiens l'accent. Si c'est utile, je peux facilement m'en défaire. Au contraire, il sera plus simple que vous passiez pour une américaine. Les détails sur votre vie privée seront moins contrôlables. Oui, je crois que ce serait mieux. Ensuite, un instant, monsieur Willington. Vous semblez être sûr de mon consentement. Willington la regarda étonné. Voyons, vous ne songez pas à refuser. Je vous assure que le pensionnat de Madame Colombier est un établissement de premier ordre. Et pourriez-vous trouver ailleurs des conditions meilleures? En effet, c'est cela qui préoccupe. Vos conditions sont presque trop bonnes, monsieur Willington. Je me demande pourquoi vous jugez utile de dépenser tant d'argent pour moi. Je vais vous le dire, répondit doucement Willington. Je pourrais certainement trouver une jeune fille qui se ferait payer beaucoup moins cher. Mais ce que je désire pour mon argent, c'est une jeune personne intelligente, ayant assez de présence d'esprit pour bien jouer son rôle et assez de discrétion pour ne pas poser trop de questions. Katsu sourit, amusé. Le coup avait porté. Autre chose, jusqu'à présent, vous n'avez pas fait mention de M. Beresford. Que faites-vous de lui? M. Beresford? Mon associé, déclara Katsu avec dignité. Vous nous avez vus ensemble hier. Ah oui, c'est vrai. Mais je crains que nous n'ayons pas besoin de ce jeune homme. Dans ce cas, je me retire. Katsu se leva. Je regrette, mais c'est ainsi. Tous les deux, ou aucun. Bonjour, M. Willington. Attendez un instant. Peut-être arriverons-nous à nous entendre quand même. Rasseyez-vous, je vous en prie. Miss... Il s'arrêta, interrogateur. La conscience de Katsu s'émut soudain.
Elle se souvint de son respectable père et lança à la hâte le premier nom qui lui passa par la tête. « Jane Finn », dit-elle, et elle s'arrêta tout à coup, la bouche ouverte, à la vue de l'effet produit par ces simples mots. Toute l'amabilité de Whittington avait soudain disparu. Son visage était rouge de fureur. De grosses veines faisaient saillie sur son front. Et derrière tout cela, une sorte de terreur incrédule. Il se pencha en avant et siffla. « C'est cela votre jeu, hein ?» Katsu, absolument stupéfaite, garda néanmoins sa présence d'esprit. Elle ne comprenait pas le moins du monde le sens de ses paroles. Mais, alerte de nature, toujours sur le qui-vive, elle sentait la nécessité impérieuse de tenir le coup, selon son expression favorite. Whittington continua. « Alors vous avez joué avec moi tout le temps, comme le chat avec la souris. Vous saviez parfaitement pourquoi j'avais besoin de vous. Et vous faisiez durer la comédie, c'est ça, hein ?» Il reprenait sa maîtrise, son visage perdait peu à peu sa couleur. Il la fixa. « Qui a bavardé ? Rita ?» Katsu secoua négativement la tête. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait tenir ce rôle, dont elle ignorait le premier mot. Mais elle se rendait compte, malgré tout, qu'il ne fallait pas mêler à l'affaire une Rita inconnue. « Non, » répliqua-t-elle avec une véracité absolue. « Rita ne sait rien de moi. » Les yeux de Whittington étincelèrent. « Que savez-vous au juste ?» lança-t-il. « Peu de choses, » répondit Katsu, qui vit avec satisfaction le trouble de son interlocuteur augmenter à sa réponse. Si elle s'était vantée de tout savoir, elle lui aurait inspiré méfiance. « En tout cas, grommela Whittington, vous en savez assez pour me jeter ce nom à la tête. »« Mais c'est peut-être le mien, » dit tranquillement Katsu. « Il est très vraisemblable. N'est-ce pas qu'il existe 2 jeunes filles portant ce nom-là ? Mais j'aurais pu aussi tomber sur ce nom-là par hasard, continua Katsu, enivré par le succès de la franchise. » M. Whittington donna un coup de poing sur le bureau. « Assez plaisanté. Que savez-vous et combien voulez-vous » Ces derniers mots firent à Katsu une impression d'autant plus agréable que la veille, comme on le sait, elle avait déjeuné de thé et dîné de pain sec. Elle se rendit compte des possibilités de son rôle d'aventurière et se redressa avec le sourire de ceux qui se savent maîtres de la situation. « Mon cher monsieur Whittington, dit-elle, je suis de votre avis. Jouons cartes sur table. Et je vous en prie, ne vous fâchez pas. Vous m'avez entendu dire hier que je me proposais de vivre grâce à mon esprit. Je crois vous avoir prouvé que j'ai assez d'esprit pour en vivre. J'admets que je connais un nom, mais peut-être mon savoir s'arrête-t-il là. »« Peut-être et peut-être pas, » siffla Whittington. « Vous me jugez mal, dit Katsu dans un soupir. »« Je vous ai déjà dit, riposta Whittington furieux, qu'il faut cesser cette plaisanterie et parler affaires. Ne jouez pas l'innocente avec moi. Vous en savez bien plus que vous ne voulez le dire. » Katsu s'arrêta un instant pour admirer sa propre ingénuité. Puis d'un ton candide, elle dit « Je ne veux pas vous contredire, monsieur Whittington. Nous en venons donc à la question habituelle. Combien ?» Katsu était acculée à un dilemme. Jusqu'à présent, elle avait dupé Whittington avec le plus grand succès. Mais si elle exigeait une somme trop considérable, il commencerait à la soupçonner. Une idée lui vint subitement. « Mettons une petite avance et plus tard, nous reparlerons du reste. » Whittington lui jeta un mauvais regard. « Du chantage, hein ?» Katsu eut un sourire angélique. « Que non, une petite avance sur mes services futurs. » Whittington poussa un grognement. « Vous comprenez ?» expliqua Katsu avec encore plus de douceur. « J'aime tant l'argent. »« Vous n'avez pas froid aux yeux, vous ?» grommela Whittington avec une sorte d'admiration involontaire. « Vous m'avez eu. J'ai cru que vous étiez une brave jeune fille, avec juste assez d'esprit pour me servir. »« La vie, déclara Katsu d'un ton moralisateur, est pleine de surprises. »« Ce qui est certain, continua Whittington, c'est que quelqu'un a parlé. Vous dites que ce n'est pas Rita. Est-ce... Entrez !» Le clerc, qui avait frappé un petit coup discret à la porte, déposa une feuille de papier sur le bureau de son patron. « Un message téléphonique pour vous, monsieur. » Whittington le parcourut des yeux, les sourcils froncés. « C'est bien. Brown, vous êtes libre. » Le clerc sortit, refermant la porte derrière lui. Whittington se tourna vers Katsu. « Revenez demain, à la même heure. Maintenant je suis pris. Voilà 50 livres pour commencer. » Il tira rapidement quelques billets de banque, les tendit à Katsu et se leva, visiblement désireux de la voir partir. En femme d'affaires, elle compta les billets et les mit dans son sac, puis se leva.
Bonjour, monsieur Whittington, dit-elle poliment. Ou plutôt au revoir. Whittington était redevenu presque aimable. Revirement qui ne laissa pas d'inquiéter Katsu. Au revoir, ma charmante et spirituelle enfant. Katsu dégringola l'escalier 4 à 4. Une joie délirante s'était emparée d'elle. Une horloge voisine marquait midi moins 5. Faisons une surprise à Tommy, murmura-t-elle. Et elle arrêta un taxi. Devant la sortie du métro, Tommy, exact, attendait. Ses yeux s'ouvrirent démesurément quand il vit Katsu sortir d'une auto. Elle lui sourit amicalement et d'une voix un peu affectée laissa tomber. « Payez-le, n'est-ce pas, mon cher vieux? Je n'ai pas de monnaie, rien que des billets de 5 livres. » Chapitre 3. Ce ne fut pas là pour Tommy une minute triomphale, car ses ressources financières étaient encore plus réduites que ne l'eût pensé Katsu. Péniblement, il totalisa la monnaie nécessaire, à l'aide d'une pièce plébéienne de 2 pence retrouvée par la distinguée jeune fille. Mais le chauffeur, examinant le tas de sous qu'il tenait dans sa main, demanda d'une voix rauque si le monsieur avait pensé au pourboire. « Je crois que vous lui en avez trop donné, Tommy, dit innocemment Katsu, et qu'il veut vous rendre de la monnaie. » Ce fut peut-être cette remarque qui accéléra le départ du chauffeur. « Pourquoi diable ?» s'exclama M. Beresford, enfin libre de décharger son cœur. « Pourquoi diable avez-vous pris un taxi ?»« Je craignais d'arriver trop tard et de vous faire attendre, » dit gentiment Katsu. Elle craignait de me faire attendre, mon Dieu. Elle a l'esprit dérangé. Et vraiment tout ce qu'il y a de plus vrai. Je n'ai rien de moins qu'un billet de 5 livres. Vous avez fort bien joué cette comédie, ma vieille, mais ni moi ni le chauffeur n'en avons été dupes. C'est vrai, constata Katsu pensive. Vous ne m'avez pas cru. Que c'est donc curieux. Quand on dit la vérité, personne ne vous croit. J'ai découvert cela ce matin. Et maintenant, allons déjeuner. Que dites-vous du Savoy? Pourquoi pas le Ritz? Après tout, je préfère encore le Piccadilly. C'est plus près. Nous n'aurons pas à reprendre un taxi. Venez. Quelle est donc cette nouvelle lubie? Ou est-ce réellement une forme de dérangement psychique? Questionna Tommy. Je crois que vous avez raison. J'ai soudain touché une forte somme et le choc a ébranlé mon cerveau. Pour guérir ces troubles, un médecin des plus éminents recommande des hors-d'œuvre à volonté, du homard à l'américaine, du poulet en cocotte et des pêches melba. Venez, on va prendre tout ça. Katsu, ma petite, vous êtes folle. Oh, l'incrédule. Et Katsu ouvrit son sac. Tenez, voilà. Et voilà, et voilà. Grand Dieu, ne brandissez donc pas ainsi des billets d'1 livre. 1 livre, pensez-vous? Ceux-là sont de 5 livres. Et ceux-là de 10. Tommy poussa un gémissement. Je crois que j'ai bu ce matin, sans m'en apercevoir. Est-ce un rêve, Katsu? Ou vois-je réellement une quantité extraordinaire de billets de banque dangereusement brandis? Alors vous venez déjeuner? Où vous voudrez. Mais qu'avez-vous fait? Dévaliser une banque? Vous le saurez à temps. Quel horrible endroit que Piccadilly Circus. Attention à cet autobus. Ce serait trop horrible s'il écrasait nos billets de banque. Quand ils se trouvèrent enfin attablés devant les innombrables hors-d'œuvre rêvés par Katsu, Tommy, n'y tenant plus, s'exclama. « Enfin, racontez-moi » Et Miss Cowley raconta. « Ce qu'il y a de plus curieux, finit-elle, c'est que j'ai tout bonnement inventé le nom de Jane Finn. Je n'ai pas voulu donner le mien à cause de mon pauvre père, au cas où je me trouverais mêlé à une histoire louche. Mais non, dit lentement Tommy, vous ne l'avez pas inventé. Hein? C'est moi qui vous l'ai soufflé. Vous ne vous en souvenez pas? Hier au salon de thé, je vous ai dit que j'avais entendu 2 bonhommes parler d'une nommée Jane Finn. Le nom est resté dans la mémoire. C'est vrai maintenant, je m'en souviens. C'est extraordinaire. Katsu retomba dans le silence, puis soudain, Tommy? Eh bien? Comment étaient-ils ces 2 hommes? Tommy fronça les sourcils, essayant de se rappeler. L'un d'eux était grand, fort, brun, je crois, et rasé. C'est lui, cria Katsu. C'est Whittington. Et l'autre? Je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas fait attention à lui. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est ce nom, inusité chez nous. Et les gens disent qu'il n'y a pas de coïncidence. De plus en plus excité, Katsu attrapa sa pêche melba. Mais Tommy était devenu grave. Parlons sérieusement. Katsu, à quoi cela mènera-t-il? À de l'argent, répliqua son associé. Vous n'avez que cette idée-là en tête. Et après? Comment jouerez-vous votre rôle? Vous ne pourrez pas bluffer longtemps. Tôt ou tard, vous vous laisserez prendre. Et après tout, c'est du chantage. Bêtise. Le chantage, c'est une menace de tout dire, à moins qu'on vous donne de l'argent. Mais que puis-je dire puisque je ne sais rien? Tout ça, Tommy, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, Whittington voulait se débarrasser de vous, mais demain,
Il tiendra à voir les détails avant de se séparer de ses précieux livres. Il voudra savoir le pourquoi, le comment, et vous ne serez pas en état de lui répondre. Que faire? Katsu fronça les sourcils. Réfléchissons. Commander du café noir, Tommy, c'est bon pour le cerveau. Mon Dieu, j'ai trop mangé. Et moi donc? Mais je me flatte d'avoir choisi mes plats bien plus judicieusement que vous. Votre menu était tout ce qu'il y a de plus anti-hygiénique. Garçon, 2 cafés noirs. Katsu, sirotant son café d'un air philosophique, coupa la parole à Tommy qui ouvrait la bouche. Tenez-vous tranquille, je pense. Miss Katsu pense, dit admirativement Tommy, et il se replongea dans le silence. Ça y est, dit finalement Katsu, j'ai trouvé. Nous devons tout faire pour en savoir plus long sur cette histoire. Tommy applaudit. Vous n'avez pas à ricaner ainsi. Nous ne pouvons l'apprendre que par Whittington. Il faut découvrir où il habite, ce qu'il fait, qui il voit, l'espionner en un mot. Je ne puis le faire puisqu'il me connaît. Mais vous, il n'a fait que vous entrevoir au salon de thé. Il ne vous reconnaîtra sûrement pas. D'ailleurs, un jeune homme ressemble toujours à un autre jeune homme. Je nie catégoriquement cette allégation. Je suis certain que mes traits séduisants et mon aspect distingué me feraient remarquer parmi les autres. Voilà mon plan, continua tranquillement Katsu. Demain, j'irai chez lui toute seule. Je blufferai comme je l'ai fait aujourd'hui. Tant pis si je ne touche pas encore de l'argent. 50 livres doivent nous suffire pour quelques jours. Vous resterez dehors. Quand je sortirai, je ne vous dirai rien, dans le cas où il me surveillerait. Mais je me posterai tout près, et lorsqu'il quittera la maison, je laisserai tomber mon mouchoir ou autre chose, et vous vous mettrez en route. En route pour où? Pour le suivre, nigo, que vous êtes. Que dites-vous de cette idée? On lit de ces choses dans les romans. Je crois que dans la vie réelle, je me sentirais idiot, et si je restais dans la rue pendant des heures à ne rien faire. Les gens s'en étonneront. Pas dans la cité, tout le monde est pressé. On ne vous remarquera même pas. C'est la 2e fois que vous faites ce genre d'observation. Mais je vous pardonne. Ce sera une drôle d'expérience. En attendant, que comptez-vous faire cet après-midi? Eh bien, j'ai pensé à des chapeaux, ou peut-être des bas de soie, peut-être. Attention, sermonna Tommy, il y a une ligne aux 50 livres. Mais en tout cas, payons-nous ce soir un dîner et une soirée au théâtre. D'accord. La journée se passa fort agréablement. La soirée de même. 2 billets de 5 livres étaient irrémédiablement volatilisés. Le lendemain, ils se rendirent à la cité. Tommy demeura sur le trottoir en face de la maison où entra Katsu. Elle en ressortit quelques instants après et s'élança vers lui. « Tommy, qu'y a-t-il? C'est fermé. Personne ne répond. » C'est étrange. Essayons encore. Tommy la suivit. Comme il montait l'escalier, un jeune clerc sortit du bureau situé au 3e. Il hésita un moment, puis s'adressa à Katsu. « Vous demandiez la compagnie Estonia ?»« Oui, c'est cela. Le bureau est fermé depuis cet après-midi. Il paraît que la compagnie a déménagé. Je n'en avais pas entendu parler jusqu'ici, mais en tout cas, le bureau est alloué. »« Merci pour le renseignement, » balbutia Katsu. « Vous ne sauriez pas l'adresse de M. Whittington ?»« Désolé, ils sont partis sans laisser d'adresse. »« Je vous remercie, monsieur, » dit Tommy. « Venez, Katsu. » Une fois dans la rue, ils se regardèrent en silence. « Et moi qui ne m'en étais pas douté, » gémit Katsu. « Courage, ma vieille. C'est fait, il n'y a plus rien à revenir. »« Tu crois ça, toi ?» Katsu leva d'un air de défi son petit menton résolu. « Vous pensez que c'est la fin? Vous vous trompez. Ce n'est que le commencement. »« Le commencement de quoi? » ?»« De nos aventures, Tommy, voyons. Rendez-vous compte que s'ils sont assez effrayés pour s'enfuir ainsi sans crier gare, c'est que cette affaire, Jane Finn, est vraiment sérieuse. Il faut que nous sachions ce qu'il en est. Nous les démasquerons, vous verrez. Démasquer qui? Il n'y a plus personne. C'est pourquoi nous devrons tout reprendre depuis le commencement. Donnez-moi ce bout de crayon. Merci. Attendez un moment, laissez-moi faire. » Et Katsu, d'un œil satisfait, contempla son œuvre. « Qu'est-ce encore? Une annonce. Quoi, vous voulez quand même l'insérer? Mais non, c'est une autre. » Elle lui tendit la feuille. Tommy lut à voix haute. « On cherche des renseignements sur Jane Finn. Écrire à YA au journal. »